Abordons maintenant la notion de nombre d'oxydation, nombre d'oxydation qui est utilisé dans les réactions d'oxydoréduction. Donc ça s'adresse à un public de terminale STL ou STI2D, des séries technologiques du lycée. Alors, d'abord on va définir un peu cette notion de nombre d'oxydation et en voir les intérêts qu'on souhaite en tirer avant de présenter la technicité du calcul de ces nombres. Alors, les nombres d'oxydation vont nous permettre d'une part d'évaluer la possibilité ou non d'une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire attribuer à la réaction la catégorie de réaction d'oxydoréduction. En second lieu, elle nous permettra d'identifier assez rapidement si un élément de la réaction subit une oxydation ou une réduction. Et cette étude permettra de traiter les réactions d'oxydoréduction par voie sèche que l'on ne pouvait pas traiter par voie humide, c'est-à-dire quand on était dans des solutions. Donc pour ça, il va falloir évaluer d'abord le nombre d'oxydation d'un édifice chimique, puis le nombre d'oxydation d'un élément dans cet édifice, afin de pouvoir en conclure sur le rôle de l'élément durant cette transformation. C'est une modélisation, c'est donc chargé de traduire le plus simplement possible ce mécanisme. Alors, tout d'abord, rappelons qu'une oxydoréduction, c'est un échange d'électrons, avec gain ou perte d'un électron, et cette gain ou cette perte d'électrons, eh bien, c'est fortement couplé à l'électronégativité de l'élément chimique. Et pour s'affranchir de cette électronégativité, on va établir un certain nombre de règles. Dans le principe, on va considérer des édifices chimiques. Les édifices chimiques sont de trois natures, suivant leurs particules, si on a un atome, constitué d'un seul élément finalement, une molécule, c'est-à-dire avec plusieurs éléments en nombre, pas forcément identiques, et enfin les ions. Les ions étant eux-mêmes scindés en deux catégories, les cations et les anions. Et puis ces particules peuvent être soit des corps simples, c'est-à-dire composés d'un seul et même élément, en nombre ou pas, ou bien des corps composés. Et on va appliquer à ce moment-là des règles différentes pour ces deux natures de corps, corps simple, corps composé. Alors, prenons une particule, et cette particule elle est caractérisée par sa formule brute. Donc on a trois grands types, molécules comme H2SO4, les ions positifs comme H3O+, et les ions négatifs comme CO3-. L'information importante ici pour nous, ça va être l'existence ou non d'une charge totale sur ces édifices chimiques. En effet, lorsque l'on aura comme type de particule un ion ou une molécule, eh bien la charge totale ce sera le nombre d'oxydation de l'édifice chimique et on écrira ce nombre d'oxydation en nombre romain, soit ici plus 1, moins 2 et 0. Plus et moins traduisant le signe de la charge et 2 le nombre de charges portées au global par l'édifice. À ce moment-là, eh bien, on rappelle qu'un cation aura un nombre d'oxydation positif puisque les cations sont des ions positifs et les anions auront un nombre d'oxydation négatif puisqu'ils portent une charge négative. Et tout élément de forme atomique ou moléculaire aura une charge nulle. On retrouve ces écritures de nombre d'oxydation dans certaines formules de solides ioniques, ici le chlorure de fer 3 ou le sulfate de fer 2, indiquant un nombre d'oxydation du fer de degré 3 ou de degré 2. Nous, on va chercher justement à déterminer si le nombre d'oxydation d'un élément serait ici de 3 ou de 2 dans la structure. Et pour ça, il va falloir, à partir du nombre d'oxydation de l'édifice, déterminer, dans le cas où l'on identifie un corps simple ou dans le cas où on identifie un corps composé, le nombre d'oxydation d'un des éléments constitutifs de la molécule. Alors, maintenant, prenons une particule, mais cette particule sera un corps simple. Lorsque l'on a un corps simple, en terminale du lycée, on aura du coup des corps qui seront constitués d'un seul type d'élément chimique. Et par définition, à ce moment-là, le nombre d'oxydation de l'élément est nul. En effet, il n'y aura pas de partage d'électrons vers l'un ou l'autre. Deux éléments vont mettre en commun leurs électrons, mais sans
qu'il y ait gain ou perte pour l'un ou l'autre. Donc on attribuera le nombre d'oxydation pour cet élément-là à la valeur 0. On retrouve les molécules telles que H2, 2, puis des édifices avec des formules statistiques telles que les métaux, le fer, l'aluminium, le cuivre, des nombres d'oxydation de 0. Alors maintenant, qu'en est-il pour les corps composés? Lorsqu'on a un corps composé, on va être amené à considérer plusieurs règles. Tout d'abord, le nombre d'oxydation de l'édifice chimique, ça sera égal à la somme des nombres d'oxydation des éléments. Donc ça, c'est la règle fondatrice de l'étude de ces corps composés. Et pour pouvoir l'exploiter, il va nous falloir évaluer les nombres d'oxydation des éléments dans l'édifice. Donc on détermine le nombre d'oxydation du corps, ce qui nous donne le nombre d'oxydation de l'édifice. Et ensuite, on va attribuer le nombre d'oxydation à l'élément hydrogène et l'élément oxygène s'ils sont présents, en attribuant à l'oxygène la valeur -2 et à l'hydrogène la valeur +1. Et à partir de là, on va rechercher le nombre d'oxydation d'un élément dont on n'aurait pas de connaissance dans le texte sur son nombre d'oxydation. Par exemple, dans H2SO4, déterminons le nombre d'oxydation du soufre. Donc on écrit que les nombres d'oxydation de l'édifice soient égaux à la somme des nombres d'oxydation des éléments. Intervienne alors la composition. 4 oxygènes, donc on aura 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, plus le nombre d'oxydation du soufre, plus le nombre d'oxydation de l'hydrogène multiplié par 2, puisqu'on a 2 hydrogènes. On remplace par les valeurs précédemment citées. 0, puisqu'on a une molécule, va être égal à +1 pour l'hydrogène, fois 2, puisqu'on a 2 hydrogènes, plus le nombre d'oxydation du soufre que l'on recherche, plus 4 fois la quantité d'oxygène fois -2. On effectue les calculs pas à pas, et on détermine que le nombre d'oxydation du soufre dans cet édifice est de +6. Donc voilà, on aura déterminé pour un corps composé un nombre d'oxydation. Alors, on va utiliser ces nombres d'oxydation dans les réactions chimiques d'oxydoréduction. Tout d'abord, prenons une réaction et puis on n'a pas ajusté la réaction, on va essayer de voir qu'est-ce que les nombres d'oxydation vont nous donner comme information. On va avoir des éléments d'intérêt. Donc ici, le rôle de l'aluminium dans la réaction, l'aluminium va se transformer en oxyde d'aluminium. Et puis le fer, de l'oxyde de fer, va se transformer en élément fer. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux éléments? Évaluons les nombres d'oxydation. Ici, le fer a un nombre d'oxydation de 0. Et là, dans cette formule, eh bien, on a une molécule, donc un nombre d'oxydation de l'édifice de 0, 3 atomes d'oxygène, donc 3 éléments oxygène, ce qui nous fait -6 pour le nombre d'oxydation de ces éléments. Et donc, 2 fers auront comme nombre d'oxydation -6, donc chaque fer auront un nombre d'oxydation de +3 pour compenser les nombres d'oxydation de l'oxygène. Voilà, notons +3 pour chaque élément fer. On raisonne pour l'aluminium. L'aluminium est dans un édifice chimique qui est un corps simple, donc nombre d'oxydation 0. Et puis ici, on aura l'aluminium qui apparaîtra dans une molécule, un oxyde. Et comme la formule est analogue à celle du fer, eh bien les calculs vont nous conduire tout naturellement vers le même nombre d'oxydation pour l'aluminium, soit +3. Et puis, on peut se demander qui a fait quoi? Déjà, les nombres d'oxydation ont évolué, donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Ensuite, le fer a vu son nombre d'oxydation réduit. Il a donc subi une réduction. Si le fer est réduit, il a été réduit par qui? Par l'aluminium. L'aluminium est donc le réducteur. Réciproquement, l'aluminium a vu son nombre d'oxydation augmenter. Donc son oxydation, son nombre d'oxydation ayant augmenté, il a subi une oxydation, une augmentation de ce nombre d'oxydation. Il a subi une oxydation de la part de qui? Du fer.
Le fer a donc oxydé l'aluminium et l'aluminium a donc réduit l'oxyde de fer. On a attribué les rôles à ces deux espèces chimiques, oxydant, réducteur. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin et déterminer un ajustement. Alors cet ajustement, on pourrait le faire directement, sans tenir compte des nombres d'oxydation, mais regardons comment ces nombres d'oxydation vont pouvoir jouer un rôle. Prenons le fer. Il y a deux éléments fer à gauche, sur les réactifs, donc il nous faut deux éléments fer à droite. Et chaque fer va baisser de 3 son nombre d'oxydation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fer va gagner 3 électrons. On passe d'une entité de nombre plus 3 à une entité 0. Pour ça, il faut rajouter moins 3, c'est-à-dire rajouter 3 électrons. Ces électrons vont être donnés par qui? Par l'aluminium, qui doit fournir 3 électrons. Or, un aluminium fournit 3 électrons puisqu'on passe de 0 à plus 3. Donc il a bien perdu le nombre 3. Moins 3. Donc perdre moins 3, ça fait moins 3. On a donc un nombre d'oxydation de plus 3. Donc ici, l'aluminium fournit 3 électrons. Là, j'ai deux fers à transformer, donc il me faut deux aluminiums qui vont fournir chacun 2 fois 3 électrons. Et puis ici, on avait pris comme postulat une seule particule. Donc le nombre 1. Et puis ici, on trouve naturellement que l'on a un Al2O3, puisque deux aluminiums vont former Al2O3. Donc là, on n'a même pas tenu compte de l'oxygène et on a réussi à ajuster notre réaction chimique. Bon, c'est un petit peu compliqué éventuellement là, mais ça reste assez efficace quand on s'intéresse à un seul élément. Ça permet de s'affranchir de raisonnement sur tout autre élément chimique dans le comptage. Alors de là à dire que c'est hyper efficace, oui, si on ne sait pas faire autrement ou si la réaction devenait plus complexe. Voilà. Alors que doit-on savoir faire? Eh bien, on prend des molécules, on détermine le nombre d'oxydation de chacun des éléments, compte tenu des règles, et puis ensuite, quand deux éléments de réactifs voient leur nombre d'oxydation diminuer et réduire, eh bien, il y aura eu échange d'électrons entre les deux. On peut attribuer à ce moment-là le rôle d'oxydant et de réducteur à chacun d'eux, et la transformation chimique subie par chacun d'eux, c'est-à-dire l'un qui va subir une oxydation. Une oxydation, ça voudra dire que l'élément voit son nombre d'oxydation augmenter, tandis que l'autre subira une réduction puisque son nombre d'oxydation aura été réduit. Voilà. J'espère que vous pourrez vous appuyer sur cette vidéo pour pouvoir faire quelques exercices d'entraînement.